continuer le débat du Maroc et de l'Algérie. On parlait donc de ceux différents, les deux pays. La proposition de dialogue du roi Mohamed VI et Abel Koussel, la conférence dont vous parlez, c'est la conférence de Tanger, qui c'est le 60e anniversaire. Alors, justement, Messan Fiokou, du côté algérien, pourquoi cette réticence à accepter l'offre marocaine? Parce que ce n'est pas la première fois que le roi fait la main tendue. Vous savez, l'Algérie, depuis sa guerre d'indépendance qui a commencé le 1er octobre 1956 dans l'Ouest contre les Français, et depuis l'accord d'Évian qui a entraîné son indépendance, l'Algérie s'est recroquevillée sur elle-même. Avec les Occidentaux, 0 point pointé. La Russie est son patron, le pays de l'Est. Or, l'Algérie conçoit le Maroc comme une prolongation de néocolonialisme français et américain. C'est pourquoi, dans l'histoire du désert du Mali, là, les djihadistes, les Algériens ne veulent pas rentrer dans le jeu, parce que s'ils rentrent dans le jeu, les Occidentaux sont obligés de venir à ses portes. Ce qui veut dire que l'orientation politique met ici et maintenant une interrogation à cette offre du roi Mohamed VI. Mais de toute façon, il faut qu'il y ait dialogue entre les deux pays. Mon frère, je te dis, la réunion qu'il y a eu avant que Mohamed VI ne fasse ce discours, Dieu seul sait les contours. Il sait que la domination marocaine sur le Sahara occidental jusqu'à ce jour ne plaît pas à l'Algérie. Et rien ne peut obliger les Algériens à accepter cette offre. Surtout qu'elle voit que c'est du néocolonialisme occidental. C'est ça mon point de vue, tel que je connais les deux pays. Alors, Georges, Abel Koussel disait le Maroc n'entend pas lésiner sur l'intégrité territoriale. Ça veut dire clairement pour le Maroc, le Sahara occidental fait partie du pays. Mais alors, on va discuter de quoi avec l'Algérie? En fait, aujourd'hui, le Maroc ne va plus aller jusqu'à vouloir reprendre le territoire sahraoui, mais ce qu'il veut, c'est la paix. Moi, je pense que c'est ce qu'il veut. Il veut que, comme je l'ai dit, les défis sécuritaires et migratoires dans la zone les obligent à se mettre ensemble. Aujourd'hui, avec le développement du terrorisme au Maghreb et tout, il faudrait une union, il faudrait travailler main dans la main pour pouvoir relever ces défis. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas le fait de discuter pour reprendre ce territoire ou bien avoir sa main mise encore sur les ressources de ce territoire. Suivant ce que... Ça veut dire que pour le Maroc, c'est quoi? Cette question est réglée? Pour le Maroc aujourd'hui, cette histoire de Sahraoui, ça doit être réglé. Ça veut dire quoi? Si je dis ça doit être réglé... On n'en parle pas, c'est ça? On en parle, mais le fait de reprendre la commande de la chose, c'est ça qui ne peut pas être dit actuellement, parce que s'il veut au moins une discussion directe et franche, il faudrait ramener cette histoire-là, parce que c'est ça fait partie des problèmes. Au fait, le territoire fait partie des problèmes. Donc, il faut ramener ce problème-là, y compris les autres cas, les accords bilatéraux non respectés, les conventions et tout, comme il a cité. Il faudrait ramener tout ce qui fait différence, tout ce qui fait conflit entre les deux. Il faudrait les ramener, clarifier les positions et dire, mais à partir d'aujourd'hui, nous faisons table rase, nous atterrons les haches de guerre, mais continuons dans cette lancée de réconciliation. Et c'est ce que moi je pense qu'il doit être fait. Et c'est ce qui doit être la vision du Maroc. Il va falloir que notre ami fasse très attention, parce que le gouvernement algérien peut demander à ce qu'on enlève pour le nommer ministre des Affaires étrangères en Algérie. Donc, je ne vois pas pourquoi il peut affirmer
que le Maroc ne va plus réclamer le territoire de c'est pas, pour moi, je n'arrive pas à concevoir le Maroc, en tout cas à l'heure actuelle des choses, dire je me débarrasse du Sahara occidental. Le Maroc a payé un lourd tribut dans cette affaire. Peu de 10 000 morts. Justement, et 2300 prisonniers. N'oublions pas que c'est cette affaire qui, entre autres, mais en tout cas, ça a été quand même le scandale majeur qui a coûté la place du secrétaire général de l'Union africaine à Edem Kodjo. Voilà, justement, à Edem Kodjo, qui avait eu le culot de reconnaître la souveraineté du Sahraoui occidental. Et c'est cette même affaire qui a conduit le Maroc à quitter l'Union africaine et aujourd'hui à revenir et même plus à tenter d'intégrer la CEDEAO pour des intérêts économiques. Justement. Mais même si là aussi... Ça, c'est des délimitations géographiques. Va pas oui, mais rien ne dit non plus, rien ne dit dans les textes fondateurs de la CEDEAO qu'on doit s'en tenir aux situations géographiques. Et même ça, c'est... Non. Si vous dites ça, moi, je ne suis pas d'accord. On a dit communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Maroc est au Maghreb, au nord de l'Afrique, Afrique du Nord. Le Maghreb n'est pas l'Afrique. Le Maroc a ses intérêts dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Mais son adhésion à la CEDEAO, moi je l'ai toujours dit, ce n'est pas une bonne chose. Il faut respecter les tests. Oui. En même temps, aucune génération ne peut être assujettie à la loi des générations anciennes. Si la CEDEAO a intérêt aujourd'hui que le Maroc intègre la CEDEAO, mais rapidement, oui, rapidement, même on peut, si ça ne gêne pas le Maroc, on peut garder la CEDEAO, le Maroc en sera parti. D'ailleurs, le Maroc avait fait une demande pour intégrer l'Union européenne, et pourtant le Maroc n'est pas sur le territoire européen. Donc là, ça ne pose pas de problème, parce que ce qui est en jeu ici sont des intérêts économiques. Et pour nous, petits pays, il est fort probable que ça nous arrange. C'est le Nigeria qui perdrait beaucoup plus dans la mesure où le Maroc est en termes, où sera en cas d'intégration, une puissance. Le Maroc est dans les assurances et dans les banques. Les deux entités constituent une puissance économique. Mais quand nous parlons de la situation géographique, moi je dis la CEDEAO n'a qu'à se contenter des pays de l'Afrique de l'Ouest parce que ce que les tests disent n'est toujours pas fait. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues dans les tests de la CEDEAO pour les pays de la CEDEAO. Sur les 10 ou bien les 20, on n'a même pas fait le tiers. Pour ajouter ceux-là qui sont déjà nantis et qui investissent dans nos pays, qui pompent nos richesses. Il faut mettre un point d'interrogation. Alors moi, je dis, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, c'est notre débat. On va rester dans le cadre du territoire. Alors, donc, vous pensez que pour le Maroc, on discute, mais pas du Sahara? Oui, et je pense que le Maroc peut vouloir faire des... Je suis là dans des supputations. Le Maroc peut vouloir faire des concessions à l'Algérie sur d'autres domaines pour que l'Algérie fasse pression sur les Sahraouis afin que les Sahraouis intègrent le Maroc tout en gardant une certaine autonomie. Je voulais rappeler à mon juriste que, au fait, quand vous lisez le discours du monarque de son Excellence Mohamed VI, il a parlé des sujets qu'il n'y aura pas de sujet tabou. Oui. Ça veut dire qu'il ramène le sujet des Sahraouis sur la table de négociation, de dialogue franc. Et en plus, il y avait un haut responsable du gouvernement qui a laissé entendre au niveau de l'agence française de presse que la question de ce territoire sahraouien va être négocié, mais ce que le Maroc veut, ce n'est pas que le Maroc veut ce territoire-là, mais seulement il veut que ça soit sous sa souveraineté, que ce territoire ait l'indépendance. Donc c'est au fait, selon ce qu'il a dit, et ce n'est pas parce que le Maroc voudrait encore revenir occupé et comme il avait occupé avant. Non, Samuel, oui. Le Maroc, à l'heure actuelle, occupe 80% du territoire. Les Sahraouis ont un drapeau, un territoire de 266 000 km², ont un drapeau, un président, ont un gouvernement. Ils sont soutenus logistiquement par la Libye et par l'Algérie. Le Maroc a ses intérêts, fait des exploitations, etc. sur ce territoire. La
bonne manière de résoudre ce problème sahraoui, c'est toujours dans le cadre des Nations Unies. Si le Maroc avait accepté le référendum d'autodétermination, on saurait si le peuple a décidé de rester dans le Maroc ou bien d'avoir son indépendance. Pourquoi le Maroc bloque-t-il ce référendum? Allez-y comprendre. Il y a des ressources là-bas. Le Maroc a perdu des hommes. Le Maroc a mis des moyens pour mettre en valeur certaines parties, surtout le sud, où il y a des richesses. Il appartient au Maroc de se référer aux Nations Unies pour sortir la tête haute de ces affaires. De toute façon, il est clair que le Maroc contrôle le territoire sahraoui. Exact. Et quand l'ami disait tantôt que le Maroc n'exclut pas de céder le territoire du Sahara occidental, et en même temps dit que, sauf que le Maroc veut que ça se passe sous sa souveraineté, je me dis là, il y a un hic, parce que quand vous parlez Je n'ai pas dit, mais c'est ce qui a été dit par la personne qui est sous l'anonymat, le haut responsable marocain. Quand tu sais que la politique est un jeu de langage, il ne faut pas les croire au moins. Tu ne fais que le citer, voilà, c'est maintenant que vous venez de préciser. Et là, je crois qu'il a ce haut responsable, s'il a exactement tenu ces discours, ou ce discours-là, en fait, en utilisant ces mots, il a mis sous éteignoir le franc-parler dont parlait son souverain. Parce que à l'heure actuelle, je ne vois pas le Maroc céder le Front Polisario comme cela. Et je dis le Sahara occidental. Et ensuite, quand il dit sous notre souveraineté, c'est clair, ça veut dire que le territoire nous appartient. Parce que si ce territoire ne nous appartient pas, on ne parlera pas de notre souveraineté. Et en même temps, quand ça nous appartient, au nom de l'intangibilité des frontières de l'Union africaine, naturellement, le Maroc ne va pas vouloir céder son territoire. Mais de l'autre côté, il y avait également une résolution, je crois qu'il doit dater de 70, des Nations Unies, qui voudrait que les Nations Unies soutiennent tous les mouvements de libération. On avait vu ça, que ce soit en Angola ou même au Cap-Vert et autres. Donc, naturellement, en principe, l'ONU également devrait soutenir le Front Polisario. Donc, il y a une certaine ambivalence entretenue par les Marocains qui, naturellement, ne peuvent pas vouloir d'un référendum dans la mesure où, quand référendum il y aura, ça ne fait l'ombre d'aucun doute, les Sahraouis vont voter pour leur indépendance. En tout cas, c'est un sujet à suivre de près. Le débat était intéressant là-dessus. On va passer maintenant à la République démocratique du Congo. 7 ténors de l'opposition comptent désigner un candidat commun à la présidentielle de décembre. C'est au cours d'une réunion prévue jeudi à Genève, malgré des dissensions qui les minent à moins de 2 mois de la présidentielle sous tension dans le pays. Jusqu'à nouvel ordre, tous les ténors de l'opposition se retrouveront en Suisse en vue de prendre part à la réunion de désignation du candidat commun de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre. Georges Hérault, est-ce que ça ne confirme pas ce qu'on dit des oppositions en Afrique généralement sur ces questions? Ça doit être réglé au moins pratiquement 6 mois avant les élections, mais là on est à 2 mois et c'est maintenant on cherche un candidat commun. Ce n'est même pas 2 mois. C'est pratiquement 1 mois. Disons à 45 jours. Dans quelques jours. Au fait, oui, quelque part, et non, parce que, vous savez, quand nous parlons de 2 personnes, pour que 2 personnes s'accordent à faire quelque chose, ça devient difficile. Et quand nous parlons des intérêts de 3-4 personnes, c'est aussi autre chose. En fait, les leaders politiques, ils ont aussi à la base leurs militants, leurs sympathisants, et ils ont aussi les informations qu'ils reçoivent de leur base avant de pouvoir décider de certaines choses. Donc, beaucoup de choses entrent en jeu quand il s'agit d'être ensemble pour choisir surtout un candidat unique. Moi, personnellement, je ne suis pas dans l'idée que les oppositions choisissent forcément les candidats uniques pour faire face au pouvoir, parce que nous sommes en démocratie. Et moi, je ne suis pas, moi personnellement, je parle de moi, et je ne suis pas pour ces candidatures uniques, d'autant plus que ça devient de temps en temps des problèmes. Prenons le cas du Bénin aujourd'hui avec Ajavon qui a soutenu
et comment on l'appelle, Talon aujourd'hui à Javon avec cette ça c'était quand même un peu obligé puisqu'ils ont deux tours. Au second tour il faut forcément s'aligner sur quelqu'un. Oui, il y a d'autres cas. C'est que le fait de retourner l'ascenseur, nous parlons du comment on l'appelle, de la Côte d'Ivoire avec Bédié et Ouattara. Il y a d'autres cas, beaucoup de cas où finalement ça devient le partage du pouvoir et entre deux, trois individus. Alors qu'en réalité, quand nous en tenons au jeu démocratique, normalement, ça ne doit pas être comme ça. Et ça permet aux bipolarisations des politiques. Ces deux personnes, prenons Ouattara qui disait à Bédié, il faudrait qu'on laisse à la génération, ne pensant pas au FPI, aux autres partis politiques, il n'a jamais songé qu'eux aussi vont. C'est ce qui est le plus normal. Il ne peut pas dire ça. Aux affaires. Donc, ça devient un jeu où le pouvoir est partagé entre certaines personnes, ou bien vouloir partager le pouvoir entre certaines personnes. Mais Sofioclou, justement, la même question, à 45 jours, comme vous le dites, de la présidentielle, c'est maintenant qu'on amène ce sujet. Est-ce qu'on va pouvoir être prêt? Le Congo, c'est un vaste territoire, avoir un candidat commun, faire campagne avec lui dans les 26 provinces, pouvoir ratisser large autour de lui. La République démocratique du Congo est dans un état délétère, si vous me permettez le mot. Et ce que le président Kabila a fait pour ce pays, tout le monde l'a vu. L'opposition, depuis un certain temps, fait des efforts pour la candidature unique. Mais elle n'arrive pas à trouver le bon bout. Un sondage sorti la semaine dernière mettait le candidat du parti au pouvoir en troisième position. Avec 16% des points. Et ce sondage est à prendre au sérieux. Personnellement, celui qui devait, ou bien ceux-là qui devaient être des poids lourds ont été écartés. Bemba et Katumbi. Mais ils jouent un rôle. Ils jouent un rôle dans ce cas. Et je vous assure que Félix Tshisekedi, le fils d'Étienne, les gens disent que c'est lui qui devait être le candidat unique. C'est lui que le sondage place en avant à 36%. C'est lui que le sondage place en avant compte tenu du rôle que son papa a joué. Mais véritablement, ce n'est pas ce rôle-là qui devait être mis sur le plateau. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur le plateau. Moi, ce que je veux dire ici aujourd'hui, c'est que les Congolais se ressaisissent pour véritablement faire un bon choix s'il s'agit d'un candidat unique. Il faut que au premier tour, il soit élu en même temps. Il faut qu'au premier tour, il soit élu. Ils n'ont qu'un seul tour. Ils n'ont qu'un seul tour. Oui. Si là-bas, c'est un seul tour, je suis sûr et certain que même si on prenait un chien à la place du candidat, il va passer. Oui, mais ce discours-là, j'ai l'impression de l'avoir entendu dans un pays de 56 600 km². Il n'y a pas eu de chiens, il y a eu de vraies personnes, mais on les avait battus. Enfin, officiellement, ils avaient été battus. Et je crois que moi, je ne serais pas surpris si, à la fin des élections en RDC, on nous dit que le candidat du pouvoir, Emmanuel Ramazani, a remporté les élections. C'est vrai que de ce mercredi, c'est-à-dire demain à vendredi, il y aura 7 personnes, 7 ténors, si je peux m'exprimer ainsi, de l'opposition RD congolaise qui vont se réunir. Et naturellement, il y aura des gens qui ont été exclus, on l'avait dit tantôt. Bemba et Katumbi. Bemba Katumbi, il y a également un troisième. Mais Mouzito. Voilà, donc justement Mouzito. Et le problème se trouve à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est qui de Martin Fayoulou, Vital Kamere, Félix Tshisekedi et Freddy Moutoutongoulou va abandonner le rêve présidentiel au profit, ou qui, les trois
qui doivent abandonner le rêve présidentiel au profit d'un seul. C'est vrai que le sondage que l'aîné évoquait tantôt a servi, comme on ne peut l'imaginer, Félix Tshisekedi. Naturellement, aujourd'hui, il a le vent pour pouvoir se revendiquer ou revendiquer le fait d'être le seul candidat de l'opposition. Mais ça, c'est le premier niveau. Le second niveau, est-ce que les trois autres qui ont été exclus, justement ou injustement, c'est selon, vont eux aussi s'accorder sur le candidat unique que les 4 prétendants au fauteuil présidentiel vont choisir. Il y a également ça. Et une autre chose, toujours dans ce deuxième niveau, même s'ils soutiennent, est-ce que ça serait un soutien franc, pour reprendre les termes du roi Mohamed VI? Est-ce que ça serait un soutien franc? Dans la mesure où la RDC, c'est un pays continent, c'est quand même 26 provinces. Et donc, un seul candidat ne peut pas dire qu'aujourd'hui, j'ai le moyen de combattre celui qui a déjà fait une vingtaine d'années au pouvoir. Parce que quoi qu'on dise, le président sortant, c'est lui qui se représente à travers Ramazani et il a déjà fait presque 20 ans au pouvoir. Et quand on sait comment les élections se passent dans certains États en Afrique, ça veut dire que l'État serait au service de Ramazani. Et donc, naturellement, je suis de ceux qui croient, même si je comprends en démocratie, encore faudrait-il que la RDC soit dans une démocratie. En démocratie, on crée un parti politique pour pouvoir accéder au pouvoir et comme tel, c'est faire violence à un autre de lui dire des histoires pour soutenir quelqu'un d'autre. Mais l'union fait la force. Ça a été dit, ça a été prouvé, ça a été vérifié. Donc, si ils veulent au soir du décembre, en fait du 28 décembre, gagner les élections, mais il y a au moins ils ont au moins intérêt à s'unir. Maintenant, il y a également un autre problème qui se pose. S'unir autour d'un projet commun. Parce qu'on ne peut pas s'unir pour s'unir. C'est vrai qu'il faut s'unir pour gagner, mais il va falloir qu'ils s'entendent également, durant ces 3 jours-là, sur un minimum qu'ils doivent appeler leur projet de société. Georges Hérault, on sait aussi que les deux ténors, enfin les deux ténors, Bemba et Katumbi, ont un poids phénoménal. Vous pensez qu'ils vont aller dans le sens forcément de dire, par exemple, c'est Félix, puisque c'est toi que les sondages placent en avant? Oui, moi je voudrais vous dire ici que surtout le retour de Bemba et tout ce que nous avons vu, ça veut dire que c'est un plan des Français. C'est un plan des Français. Et vous savez, le gars Kabila qui est soutenu par les Chinois, les Américains, ils n'ont pas... Les Américains ne sont plus là-bas. Les Russes. Mais les Américains, ils sont là-bas. Donc, ils sont soutenus, au fait, par surtout les Chinois et les Américains, mais ils n'ont pas soutenu le plan de Bemba. La France a passé par tous les moyens pour faire pression sur la CPI et jusqu'à faire sortir Bemba pour pouvoir le mettre sur la chaise, mais au fait, ça n'a pas réussi. Aujourd'hui, vous m'avez dit les deux ténors, ils ne sont pas dedans. Est-ce qu'ils vont soutenir? Au fait, aujourd'hui, si vous voyez ce qui se passe en RDC, vous allez voir que c'est les deux ténors qui sont à l'origine de cette unification et qui, entre-temps, j'étais sur ce plateau et on a discuté du discours de Bemba qui tend la main ou bien qui est ouvert à tout le monde pour qu'il y ait une discussion pour trouver une candidature unique. Donc, ils sont dans leur rôle parce que, sachant qu'ils ne peuvent plus aller, il faut appuyer, il faut donner son soutien pour pouvoir renverser Kabila. Donc, eux, ils sont dans la vision de renverser Kabila. Et pour qu'un jour, ils aient la chance de briguer la magistrature. Bon, dans ce genre de processus, les 6 ou bien les 7 qui vont se réunir pour dégager le candidat, il n'y a pas de problème. Le problème se trouve où? Ils vont se dégager un candidat, ils vont faire un programme pour la campagne. On peut dire que chaque candidat peut aller dans sa localité pour battre campagne pour le candidat retenu. Et lors de cette réunion, on fait un programme de gouvernement et la répartition des postes en cas de victoire.
qui sera signé comme un contrat. Et tout le monde va se sentir concerné et responsable. Du coup, quand ça se fait ainsi, et que lors de la proclamation des résultats, celui-là est déclaré vainqueur, je reviens à ce qu'a dit mon petit frère, qu'il sait comment ça se passe, les élections en Afrique. Si ça arrive que c'est un homme le candidat unique qui a gagné, dans ce cas, le contrat qui est signé, c'est ça qui sera le programme de gouvernement. Or, le pays est en insécurité. Dans l'Uturi, dans certaines zones, la frontière du Rwanda, où on tue chaque jour. Les Ougandais viennent pour tuer des Congolais, etc. On les chasse même de l'Angola. Parce qu'ils font trop de messes et de religion. Et c'est pour ça qu'on les chasse de là-bas. Bon, ici, le contexte va les pousser à resserrer plus les rangs pour pouvoir vaincre et changer un peu le look de la RDC. Oui, je pense qu'il est, pour revenir sur les propos de mon ami, je pense qu'il est plus facile de récupérer le mercure échappé du baromètre que de prouver l'implication de la France dans la libération de Jean-Pierre Bemba. C'est vrai qu'on peut tous le dire, hein, ça semble parfois flagrant que la CPI est manipulée, mais aller jusqu'à affirmer sans retenue aucune que c'est la France qui a demandé ou qui a fait pression pour que Bemba soit libéré, pour que Bemba soit candidat, même si on peut le penser, pour moi, pour le dire sur un média, il faut avoir un peu de retenue parce qu'il y en a qui vont dire, ben moi je l'ai écouté sur New World Info, c'est la France qui l'a fait et c'est comme tel. Et au-delà de ça, il faut dire que en dehors de l'élection présidentielle, l'enjeu également sera les législatives qui viendront. Et quand vous avez un candidat commun, c'est couplé chez eux. Justement, quand vous avez un candidat commun, il faut avoir un budget commun. Or, je ne suis pas sûr qu'ils soient obligés d'avoir également des candidatures communes pour les législatives. Si tel est le cas, je peux dire ils se sont pris trop tard. D'accord. On va marquer la pause, c'est la grande, et on revient après pour la seconde partie.